On a toujours préféré la liberté et la flexibilité à lever pour finalement ne plus être totalement maître de notre projet. Ça, c'était la crainte. Et quand même, pendant très longtemps, on voulait fonctionner à deux. On voulait fonctionner Pierre et moi. Toutes les décisions se faisaient tous les deux, de manière très fluide. On n'avait pas envie d'intégrer quelque chose d'autre dans ce cercle de décisions. Nous, on a un ADN, je pense, assez particulier, une culture assez particulière chez Legal Start. Alors, c'est un peu work hard, play hard, et c'est très entrepreneur, genre. On veut pas de manager. On veut que tout le monde soit des entrepreneurs au sein de la boîte. On s'est retrouvés à négocier des term sheets avec eux. On avait un accord, enfin, tout était bouclé. Jusqu'à un jour, à l'été 2018, où on reçoit un message de notre contact là-bas, un simple message disant changement au board, tous les projets internationaux sont stoppés, donc y compris le nôtre. Donc là, c'est pour le coup la claque. Il a renoncé à sa demi-finale de tennis pour être avec nous aujourd'hui. Il a commencé en se faisant draguer sur le chat de la boîte par des chauffeurs Uber. Il a surtout fondé Legal Start avec une obsession, simplifier le droit, l'administratif, la paperasse pour quelques années après des centaines de milliers d'entrepreneurs et peut-être vous. Il a donc fondé Legal Start et il est avec nous aujourd'hui. Timothée Rambaud, ravi de t'avoir avec nous. Bonjour Thomas. On va creuser, challenger ta vie d'entrepreneur avec Karine, que j'ai le plaisir de retrouver, Karine Wilkinson, Managing Partner chez Pictet. Salut Karine. Bonjour Thomas, bonjour Timothée. Chez Feuille Blanche, on ne donne pas la parole aux vendeurs de recettes miracles, on tend le micro à celles et ceux qui font tourner l'économie, qui créent de la valeur, qui prennent des risques et qui acceptent la main sur le cœur de livrer tout ou presque toute la vérité sur les hauts et les bas de la vie inhérente de tout entrepreneur. Tu as fait cette promesse. De toute façon, tu n'as pas raté ta demi-finale de tennis pour faire de la langue de bois. Non. Eh ben, on y va. 40 nuances de Next. C'est parti. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Avec Karine, avant de lancer les micros, on t'a demandé ce qui, selon toi, dans tout ton parcours, avait peut-être le plus de valeur à partager. Alors, moi, j'en vois plein, mais tu as résumé ça en une chose, c'est l'inspiration et l'observation qui ont été en fait à la base de tout. Et je veux bien que tu commences par là. Ok, effectivement. Allez hop, on rentre directement dans le vif du sujet, quoi. Effectivement, je pense qu'il y a plein de profils d'entrepreneurs différents. Il y en a qui sont super créatifs, il y en a qui sont plus analytiques, il y en a qui sont des gros bosseurs. Enfin, il y a vraiment tous les types de profils. Et ce qu'on a fait avec Pierre, hein, donc Pierre Aïdan, mon associé, qu'on a lancé la Legal Start il y a 10 ans, en 2014, il y a 11 ans, effectivement, maintenant. Parce qu'on a passé beaucoup de temps, et on continue à le faire, à creuser, observer, s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Alors, dans le marché sur lequel on évoluait, donc c'est le marché de l'accompagnement des entrepreneurs et plus spécifiquement au début sur la partie juridique. On aura probablement l'occasion plus tard de parler, d'évoquer un peu la gamme de services, l'évolution, etc. Mais on a vraiment regardé et observé tout ce qui se faisait sur notre marché, comme je disais, que ce soit en France ou à l'étranger, et on a étendu cette réflexion à tous les marchés un peu connexes ou tous les marchés qui pouvaient être structurés un petit peu de la même manière. Donc ça peut être de l'assurance, des services financiers, du financement, enfin tous les services qui étaient à la frontière entre du B2C et du B2B, quoi. B2 small B, quoi. Typiquement, très concrètement, ce que tu vas observer dans des métiers connexes ou des métiers assez concurrentiels, c'est quoi? C'est l'UX, l'UI, le service après-vente, telle ou telle feature. En fait, tu regardes tout. Ouais, c'est exactement ça. Ça va être l'expérience utilisateur au sens large. Ça va du marketing, donc vraiment en amont, comment est-ce que les marques, comment est-ce que les boîtes communiquent, comment elles parlent à leurs clients, sur quels aspects elles essayent de jouer, ensuite quelles expériences elles essayent de mettre en place, de proposer. Alors nous, c'est une expérience vraiment en ligne.
Donc c'est comme tu parlais du UX, du UI, c'est vraiment ça. Hein, c'est le parcours utilisateur. Sachant que ni Pierre, qui était avocat, ni moi, qui était dans la finance auparavant, n'avions la moindre expérience en la matière. On connaissait pas du tout le web et encore moins les Vous plateformes. étiez pas tech, quoi. Et On comme était pas tout tech. entrepreneur, il vous fallait un CTO, mais on en parle après. Karine. Tu dis, on a beaucoup observé, on essaye de regarder le parcours entrepreneur, etc. Concrètement, comment tu fais? Concrètement, je suis le client mystère de toutes les boîtes. Hein. Donc, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et encore une fois, je regarde vraiment le parcours de l'entrepreneur B2C, quoi. Donc, je suis consommateur. Comment est-ce que je vais être alpagué la première fois? Être en contact avec la marque. Et ensuite, par quels canaux ils vont te retargeter. Me retargeter. Quel parcours sur le site mobile ou sur le site web. Comment est-ce que je vais être relancé derrière? Comment se passe la démarche? Nous, donc on a un site, on fait de la vente en ligne et derrière on propose une démarche en ligne. Donc tu as tout ce qui se passe après sous le capot, quoi. Et ça c'est évidemment la clé de l'opération, quoi. Quand on est dans l'observation fine, il y a toujours des choses qu'on remarque qui en fait sont parfois contre-intuitives. Et je trouve ça, je sais pas si tu as des choses en tête, tu vois, quand je te parle de contre-intuition. J'en ai plein. Je trouve souvent que c'est les sujets les plus intéressants. Je vais te donner, pour illustrer ça, je vais te donner l'exemple. Notre premier produit qu'on a lancé donc en mars 2014, c'était la création d'une création de société SAS. Donc, comme je l'ai dit, mon associé est avocat, super diplômé, super avocat. Il fait les choses bien. Donc, a priori, faire les statuts. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, créer une SAS, c'est pas franchement de l'ordre de l'impossible. Et donc, on avait décidé de créer le produit le plus flexible possible. C'est-à-dire qui pouvait répondre à tous les scénarios imaginables. En fonction de ton activité, de l'âge du capitaine, de ce que tu allais faire, de là où tu allais mettre ta boîte, de tous les choix que tu pouvais faire et rédiger et inscrire dans tes statuts, etc. Donc sur le papier, c'est parfait. Donc sur le papier, c'est parfait parce que c'est simple. Parce que c'est complet. Parce que c'est complet. Et que ça répond à tout. Et complet veut pas dire simple. Okay, donc, pour illustrer ça, la première version, c'était un questionnaire de 40 pages. Je déconne pas. 40 pages. 40 pages, et à la fin, on s'est dit, ce qu'on veut également, c'est proposer une expérience super transparente à l'utilisateur, qui sache exactement ce qu'il va avoir. Et donc, on avait fait une formule qui intégrait tout. Donc, vous qui êtes également entrepreneur, vous savez, il y a les frais juridiques, puis il y a les frais administratifs, les frais de publication d'annonces légales, etc. Et donc, on s'est dit, on va tout packager et proposer un tarif unique TTC. Donc, je sais plus exactement, c'était 500 € TTC. Sauf, donc ça part d'un très bon sentiment. Sauf qu'en fait, c'est pas malin du tout, quoi. Premièrement, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, celui qui veut uniquement se lancer, avoir une activité, je sais pas, de consultant ou Non, mais déjà, t'as le sujet de passer 40 pages où en vrai, tu perds les gens. Mais évidemment, tu les as perdus au bout de la deuxième page, déjà. Donc 40, personne ne peut convertir après 40 pages. Est-ce que l'autre sujet, il n'est pas TTC? Et l'autre sujet, c'est non mais exactement ce que j'allais dire. Donc tu as le sujet de la complexité, vraiment très très mauvaise intuition. Et le deuxième sujet, c'est le sujet du pricing, complètement stupide. Complètement stupide parce que la concurrence, à l'époque, est encore en partie. Non seulement elle part hors taxe. Donc 20% de moins. Donc déjà 20% de moins. Mais en plus, elle parle uniquement, elle maquille un peu les frais entre ce qui est juridique et ce qui est administratif. Tu vas avoir les experts comptables, par exemple, ils vont les avoir, toutes les professions de manière générale vont parler uniquement de la partie juridique. La partie administrative, en fait, c'est un fee, quoi. Tu dois payer point barre. Donc, je t'en parle pas. Ouais. Je t'en parle pas. Parce que ça arrive après. Ça arrive après. Et donc, nous, on était vraiment les perdreaux de l'année. Avec notre packaging complet, si tu veux, on était totalement hors marché au début, quoi. On avait l'impression de proposer un tarif vraiment pas cher, ce qui était effectivement le cas,
Et en réalité, on était complètement hors marché, quoi. Donc, heureusement, on s'en est rapidement aperçu. Je vois Karine qui veut y aller, mais je veux rester juste là-dessus spécifiquement. Ça veut dire quoi, une fois que tu as pris conscience que tu étais hors marché, c'est-à-dire qu'en fait, tu commences à faire comme les autres, à savoir peu de transparence avec des trucs qui arrivent après, ou tu revois ton pricing en disant voilà ce que vous avez et ça aujourd'hui ça y est chez nous, ça y est pas chez les autres. Enfin, comment tu prends, parce que t'as quand même un sujet de transparence qui est une vraie valeur. Alors, la beauté de notre modèle, c'est qu'on a des retours utilisateurs en permanence. Comme on est un site grand public, on a beaucoup de trafic. Aujourd'hui, on a accompagné 850 000 entrepreneurs depuis 10 ans. Donc, ça fait du monde. Donc, ça fait beaucoup de retours utilisateurs possibles. Donc, on peut s'appuyer sur de la donnée très rapidement. Et le fonctionnement de l'expérience EgalStart, c'est une expérience qui est hybride entre le site ou l'appli et l'assistance, soit par chat, soit par téléphone. Donc, en fait, on a des retours utilisateurs immédiats. Donc, on voit bien que les gens ne sont pas capables d'aller au-delà de la deuxième page du questionnaire, et donc encore moins au bout des 40 questions. Et pareil, qu'ils trouvent ça trop cher. Et nous, on leur explique, mais en fait, là-dedans, vous avez ci, ça, ça. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, on a repackagé, on a reprécisé, on a dit c'est ça, et puis ça, après, voilà. Et... Donc, justement, c'était ma question pour faire le lien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où tu observes beaucoup ce qui se passe dans ton marché, sur les autres sociétés. Quand vous avez lancé votre première offre, vous vous en êtes rendu compte en observant ce que faisaient les autres, par le biais justement de ces retours utilisateurs, parce que j'imagine qu'au début, c'est normal, vous n'étiez pas connu, donc le fait que ça marche pas super bien, ça peut être aussi juste la phase de lancement. Ouais. Comment tu t'en es aperçu à ce moment-là ? Alors en fait, c'était volontaire. Ce choix-là, il était volontaire. On voulait proposer un super outil, donc complexe, comme je disais, et un tarif, et proposer un tarif extrêmement transparent. L'entrepreneur, en règle générale, c'est la première fois qu'il lance sa boîte. Donc, en fait, TTC hors taxe, on en avait quand même conscience. Hein. Je tiens à rassurer tout le monde. Mais on voulait lui montrer, au final, ce qu'il allait réellement payer. Et on lui disait, néanmoins, vous savez que vous allez pouvoir déduire les 20% de TVA plus tard et la récupérer une fois que vous ferez du chiffre d'affaires. Donc ça, on le disait, mais c'était pas bien intégré, quoi. Donc, il valait mieux réinverser. Donc, finalement, notre intuition initiale... qui partait d'une bonne intention, n'était pas la bonne. Et heureusement, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt pas mal fait historiquement, c'est qu'on a itéré très vite, quoi. On a testé, ça n'a pas bien fonctionné, on a itéré très vite, et les itérations futures étaient bien meilleures. Et à l'époque, également, il n'y avait pas d'alternative à LegalStart. C'était l'expert comptable, sinon l'expert comptable, l'avocat, ou je me débrouille seul, quoi. Timothée, quand je t'ai parlé de contre-intuition, tu m'as dit j'en ai plein. Qu'est-ce qui devient d'autre comme sujet comme ça ou sur un marché comme le vôtre, en fait, tu découvres en marchant. Contre-intuition, oui, c'est vrai, je te dis que j'en avais plein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais t'en trouver d'autres. Non, au début, on voulait absolument lancer l'international assez rapidement. Et en fait, on s'est quand même rendu compte très rapidement que c'était beaucoup plus simple de vendre plus de services aux mêmes clients, que de vendre les mêmes services, qui n'étaient pas exactement les mêmes services, parce qu'il aurait fallu réadapter l'outil et l'offre LegalStart à d'autres juridictions, à des nouveaux clients. L'observation, et je reviens au sujet de départ, c'est aussi la genèse de la boîte. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, mais globalement, c'est un copycat d'une boîte US. C'est une adaptation d'un... J'aime pas le terme copycat, qui est effectivement réducteur, même si je vois où tu vas en venir. Effectivement, je vais prendre l'histoire, comme ça je vais la mettre dans le bon sens. Te lève pas en cours d'émission. C'est comme ça qu'on est traité ici. Avec Pierre, donc, on voulait monter une boîte ensemble. Et lui étant avocat et moi étant investisseur, c'est-à-dire je savais faire des choses, mais à la fois pas grand-chose. J'avais pas d'expertise technique à proprement parler. Donc, il fallait se tourner vers son expertise à lui, qui était le juridique. Et donc, on a regardé ce qui se faisait
autour du juridique, que ce soit en France ou à l'étranger. Et en faisant un peu cette étude de marché globale, on s'est arrêté sur un acteur auquel tu fais référence, qui s'appelle LegalZoom, et qui est devenu un peu le grand frère, quoi. Et une bonne source d'inspiration, c'est clair. Et pour la petite histoire, en 2012, ils étaient on track ils avaient lancé un processus d'introduction en bourse, donc un processus d'IPO. Et à l'occasion de ce process d'introduction en bourse, ils sont censés publier ce qu'on appelle un S1, donc c'est un rapport dans lequel ils dévoilent il y a tout. Il y a beaucoup d'informations, donc on y a eu accès. Et donc on a pu vraiment creuser. Donc on a vu la beauté de leur modèle et on a regardé. Tu regardes ce S1, c'est quoi les chiffres ou les infos où tu dis waouh. Mais c'est surtout le modèle hybride déjà c'est la mission. Tu vois, la mission c'est accompagner les entrepreneurs, simplifier leur quotidien, les aider à se lancer, à créer et à gérer leur boîte. Ok. Autour des problématiques juridiques et puis progressivement, tu vois, fiscales, administratives, comptables, etc. Et donc c'est vraiment cette mission d'accompagnement des entrepreneurs qui était sympa, tu vois, qui correspondait effectivement à ce qu'on cherchait, à savoir une idée autour du juridique, mais qui était positive, qui avait du sens. Je fais une toute petite parenthèse, mais pour la petite histoire, donc avant j'étais investisseur dans un fonds américain qui s'appelle HIG Capital, qui est un super fonds très successful, qui est spécialisé dans des opérations qu'on appelle spéciales. Donc opération spéciale, généralement ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas quelque part. Donc en fait il y avait en permanence une forme de négativité dans l'analyse de l'opportunité. En fait, tu vas chercher l'eau, quoi. Ouais, il y a un truc qui va pas. Ça peut être l'équipe de management qui est un peu, qui va pas, qui est pas au niveau, je sais pas quoi. Ça peut être un problème familial. Ça peut être en fait une réorganisation. En fait, il y a un trou dans la raquette quelque part, et donc c'est une opportunité que tu saisis pour généralement rentrer sur le marché dans des bonnes conditions, et ensuite retourner un peu la situation pour mieux vendre, pour redresser et mieux vendre. Et en fait, au bout d'un moment, donc je suis resté 6-7 ans là-bas, au bout d'un moment, cette négativité permanente était usante. Ou alors, c'est même le marché sous-jacent qui était difficile. J'ai bossé longtemps dans le marché de l'auto, et des sous-traitants auto, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Bref, donc j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'un sous-jacent positif, avec du sens. Et donc, l'entrepreneuriat et l'essor, on a eu aussi un peu de chance dans notre timing avec les Gassarts, on est arrivé vraiment au début de l'essor de l'entrepreneuriat en France. Et toute la phase d'expansion, de croissance, et tout le monde voulait devenir entrepreneur. Et encore aujourd'hui. Et entre 2010 et 2025, on parle pas de la même dynamique, quoi. À l'époque, on parlait pas même le mot start-up. Ça voulait rien dire. Voilà, dans tous les cas, c'était pas cool, quoi. Je t'ai demandé, avant cette émission, de nous laisser quelques noms de tes proches. Et je vais ouvrir avec une question de Yorick Serre. Je vais te laisser nous dire qui c'est et on va répondre à sa question. Vous avez un message. Salut Timothée, c'est Yorick. Merci de m'avoir invité à poser une question. Alors je me demandais, est-ce qu'il y a eu un moment clé dans l'histoire de Legal Start qui a vraiment changé la trajectoire de ton entreprise? Voilà, bon podcast. Parce que j'avais plein de questions et j'avais peur que tu commences à aborder... Est-ce qu'il y a un moment clé qui a changé la dynamique? Alors Yorick, c'est un copain entrepreneur qui a monté une super boîte aux US qu'il a revendue et qui vient de remonter, qui est basé à Biarritz, comme moi. C'est une petite équipe d'entrepreneurs là-bas. De plus en plus grosse, en fait. Et qui a remonté un super... Je crois qu'il y a Rachel Delacour. Il y a beaucoup de monde. On pourra faire un petit French Tech Pays Basque. Il y a du monde. Denis Cohen de Drop Contact. Il y a vraiment... Il y a du monde, clairement.
Et il a monté un nouveau projet là depuis. Et donc il a passé 15 ans à développer et revendre sa boîte il y a 2 ans. Et c'est un passionné d'entrepreneuriat et de produits. C'est le plus passionné de produits que je connaisse. Il a remonté une nouvelle solution, un nouveau produit qui s'appelle Shaker, et qui est une app autour du sport. C'est un passionné de sport. Et donc, il arrive à mélanger à combiner plutôt ces deux passions, sport et produits. Et je vous invite à télécharger Shaker si jamais vous êtes vous-même fan de sport et que vous cherchez à organiser votre pratique du sport. Ça s'est bien développé dans la région et c'est en train de se développer ailleurs, quoi. Donc, pour revenir sur sa question, qu'est-ce qui a changé la trajectoire de Legal Start ? En fait, je pense que c'est finalement assez récent. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on a décidé d'élargir notre périmètre d'action, notre champ d'action, et de ne plus se concentrer en interne, en tous les cas, exclusivement sur l'accompagnement juridique, administratif de l'entrepreneur, mais d'élargir en lançant fin 2023 l'activité de compta, donc qui s'appelle avec le lancement du cabinet LS Compta, ouais. qui marche super bien, et on a une équipe de managers sur le sujet qui fait un super boulot, là, Victor et Quentin, et plus récemment en début d'année, le compte pro, donc LS compte pro pour les mêmes raisons. Et donc maintenant on est obligé, on n'est pas obligé, excuse-moi, on est capable de répondre aux 3 gros besoins de l'entrepreneur. C'est ça, et en fait, ça va prolonger ce que tu disais tout à l'heure. C'est plus intéressant de voir sur un même client comment on va pouvoir l'accompagner sur d'autres services tout au long de sa vie, plutôt que d'être là au départ, et puis à un moment, et de le perdre, ouais. Et on t'oublie. Et notre modèle, en fait, est hybride entre le transactionnel. Donc, les gens viennent nous voir pour un besoin précis. Typiquement, je veux créer ma boîte, je veux déposer une marque, je veux faire un PV d'AG annuel, etc., etc. Et un accompagnement et de l'accompagnement. Donc, avec des besoins récurrents, que ce soit juridique, fiscal, pour de l'assistance, ou de la compta, ou les activités autour du compte pro, quoi. Et tu parlais tout à l'heure d'observation. C'est une observation que vous avez regardée chez des concurrents, chez d'autres boîtes, ou c'est une observation que vous avez faite à partir de la relation que vous aviez avec des clients, éventuellement une demande de la part de vos clients ? Ouais, en fait, alors, pour le coup, non. Pas de bullshit, ouais. Ça vient pas que des clients, c'est un moment tu observes. Non. Alors, honnêtement, un peu des deux. Pour le coup, on s'est pas inspiré d'un acteur. On parlait de LegalZone tout à l'heure. On est devenu, comme vous avez compris, assez proche d'eux. On a été les voir, on connaît tout. Et je me suis toujours interrogé sur l'absence de certains services dans leur modèle. Dans leur modèle. Je comprenais pas tellement c'était connexe à leurs activités. La raison, en l'occurrence, était un problème de legacy et de complexité à changer un modèle qui était déjà scalé et qui était plus très flexible. Donc, il y avait une dette technique qui était telle qu'ils avaient vraiment du mal à changer ça, quoi. À faire le move. À faire le move. Et donc, c'était pas... évidemment, ils sont très brillants. Ils avaient fait la même observation, hein. Donc, ils fonctionnaient sur ces thématiques-là avec des partenariats avec des partenaires vers lesquels ils redirigeaient leurs clients entrepreneurs. Et nous, notre volonté d'accompagner l'entrepreneur dans la durée, non pas uniquement sur la phase de création ou sur un besoin ponctuel, mais vraiment quasiment au quotidien, passait par l'intégration de ces services. À commencer par la compta. À commencer par la compta, qui est très naturelle. Encore une fois, l'alternative à Legal Start, aujourd'hui, ça reste l'expert comptable tel qu'on le connaît, quoi. Et qui convient encore aujourd'hui à la majorité des entrepreneurs. Ça on essaye 50% des boîtes. C'est 50% sur la partie création, mais c'est évidemment beaucoup plus que ça sur la partie compta. La part des entrepreneurs qui gèrent leur compta seuls, en fait, elle est très faible. Elle est très faible. On peut s'en persuader au tout début, mais dès qu'on est dedans, c'est un enfer. C'est un enfer. Et puis le jeu en vaut pas la chandelle. Il y a plus à perdre qu'à gagner, quoi. De qui tu t'entoures ? Parce que la partie juridique, tu avais ton associé.
Toi, tu avais la partie création, tu avais beaucoup observé aussi dans les investissements que tu avais fait. La partie compta, la partie bancaire, c'est quand même des métiers qui sont proches, mais pas exactement les mêmes. Avec qui tu regardes ces sujets? Eh ben on a dû effectivement faire appel à des advisors spécifiques sur ces thématiques qu'on connaît beaucoup moins. Le point de départ, on s'est toujours dit que c'était déjà super difficile de faire ce qu'on faisait sur Legal Start, et donc aller se rajouter, aller s'implanter sur 2 autres marchés qui étaient ceux de la compta et ceux du compte pro, c'était presque trop, quoi. En fait, déjà, essayons de faire mieux ce qu'on fait, mieux ce qu'on fait sur notre périmètre existant avant de nous disperser, quoi. Et la réalité, c'est que c'est dur, hein. Mais bon, si tu veux changer, il faut se pousser. Et donc, on a fait appel à des conseillers sur ces différents secteurs. Et alors, sur la compta en particulier, qui est vraiment, il y a vraiment une expertise très spécifique, technique. On a ouvert un cabinet qui s'appelle LS Compta, à la tête duquel on a mis un duo d'un ancien Legal Start, donc qui connaît la maison inside out, par cœur, les process, tout, et un comptable, et un profil comptable. Et donc, c'est lui qui porte l'expertise métier. Quand on parle du compte pro, enfin, je connais pas un entrepreneur aujourd'hui qui va pas faire le rapprochement avec Conto. Au démarrage, enfin, je sais pas si tu étais à l'aise pour parler de ça, mais je trouve ça super intéressant, c'est qu'au démarrage, Legal Start envoyait énormément ses clients vers Conto. Et puis à un moment, il y a eu le move. Ouais, alors effectivement, Conto, ça a été, et on continue. On a des relations. Bons rapports, on a des très bons rapports avec eux. Il y a absolument, il y a pas de sujet là-dessus. On a effectivement, dans un premier temps, on a voulu répondre à un besoin de nos utilisateurs. Ils nous disaient, OK, je veux créer ma boîte, mais il faut que je dépose mon capital, il me faut une banque vers qui vous n'avez pas des recommandations. Donc, on a commencé par travailler avec la BNP. En fait, la BNP, le slogan, la banque des entrepreneurs, des agences partout. Bon, bref, ça correspondait, ça cochait toutes les cases. Et ça coche, et on continue à travailler avec eux d'ailleurs, pour tous les entrepreneurs qui ont des besoins locaux, qui ont des besoins spécifiques de financement, par exemple, ou qui gèrent du cash, enfin des commerçants, par exemple. En revanche, en termes de fluidité d'expérience utilisateur, nécessairement, c'est pas exactement la même chose quand tu fais du pur digital et que tu passes en agence à une expérience digitale. Là, c'est plus fluide. Et forcément, quand on s'est mis à travailler avec Conto, la suite logique était assez évidente. Je suis sur Legal Start, j'enchaîne avec Conto. Enfin, c'est même typologie d'approche. L'expérience utilisateur était plus fluide, en fait. Et donc, à quel moment, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est à quel moment, là, tu te dis, je veux aussi, moi, mieux accompagner nos utilisateurs sur ce sujet du compte pro. Ouais. Au moment où en fait, encore une fois, donc, on veut les accompagner dans la durée. Si on externalise les services d'accompagnement dans la durée, c'est très compliqué de récupérer ton client pour lui pousser des services à usage ponctuel. Donc, tu es obligé, donc on s'est retrouvé, entre guillemets, obligé d'internaliser les services auxquels nos utilisateurs faisaient appel au quotidien, tu vois. Et donc, c'était... en fait, les 3 piliers de l'entrepreneuriat, en termes de besoins, c'est juridique, compta et banque, le compte pro, quoi. En l'occurrence, banque, ça nécessite une capacité de financement, donc c'est pas notre métier. Non, mais vraiment sur le compte pro, les capacités de paiement, quoi. Après, t'en as d'autres, tu vas avoir l'assurance, etc. Mais ça va être plus spécifique par activité. Le socle commun, c'est vraiment juridique, compta et le compte pro, quoi. Si on fait un regard vers l'avenir, tu vois,
Là, tu viens de dresser les 3 grands services. Est-ce qu'il y en a d'autres à terme qui sont d'une logique évidente? Ça veut pas dire que ça va être fait là dans les 2 mois, mais qui est la suite logique pour un Legal Start. Je viens de le dire un peu à demi-mot, quoi. Tu vois, je parlais de l'assurance, ça serait, s'il y a un 4e pilier, ça serait celui-ci, mais avec des spécificités, parce que, donc, évidemment, les assureurs sont des partenaires historiques de Legal Start. Donc, tu sais, quand tu montes une boîte, tu dois souscrire une RC Pro. RC, ouais. Voilà. Mais quand tu échanges avec les assureurs, tu ne trouves aucun assureur qui prend 100% des activités. Donc ils vont dire, alors moi je suis spécialisé sur je sais pas, l'automobile, moi je suis spécialisé sur les artisans, moi je suis spécialisé sur l'immobilier, moi je suis spécialisé sur tout sauf ça. Donc en fait ça devient... obligé d'avoir une multitude de partenaires. Tu deviens courtier. Ouais, exactement, tu deviens courtier, ce qu'on est d'ailleurs. D'accord. Vous l'êtes déjà. Ouais, Okay. on est courtier. Donc ça c'est le premier élément de réponse et la suite serait plutôt une déclinaison par vertical métier. Ce qu'on souhaite faire chez Legal Start, c'est de proposer une expérience vraiment complètement, évidemment très fluide et très personnalisée. Donc toi, t'es consultant, toi t'es investisseur, toi t'es artisan ou commerçant, etc. Tu vas avoir une expérience totalement customisée pour ton activité, pour ton profil. Donc ça veut dire que ta compta, en fait, il faut qu'elle soit, le juridique adapté, ta compta vraiment spécialisée pour ta typologie d'activité. À la limite, la partie compte pro, c'est un peu plus transverse. Ouais. Mais ton assurance adaptée et tes services annexes, peut-être que tu vas avoir besoin de services de marketing ou de sites web, de communication. Tu peux décliner l'univers de l'accompagnement de l'entrepreneur un peu à l'infini, quoi. Alors, dit comme ça... ça prend un peu de temps, hein, quand même, parce que comme je viens de dire, on a quand même passé 8 ans à faire juste le juridique. Donc, ça va pas se faire demain non plus. Non, mais c'est là-dessus que je voulais aller, c'est... Bon, aujourd'hui, Legal Start est une réussite incontestée. Je crois que je le disais en intro, où je l'avais écrit et je l'ai pas dit, mais globalement, ça a pris assez vite. Il y a jamais eu de moment dans la vie de la boîte où vous vous êtes dit, oh là, on a 2 semaines de planter la boîte, il nous faut une solution, et vous avez eu à la trouver. Donc globalement, c'est assez ascendant, mais ça veut pas dire que ça a été simple. Et donc, tu vas passer de cette activité à l'autre. Est-ce qu'il y a eu des sujets sur lesquels il y a eu des frottements? Encore une fois, des choses un peu comme au tout début de la boîte. Il y a eu des choses très contre-intuitives que vous avez découvert, tu vois, sur ce métier de l'accompagnement comptable, puis sur le sujet de l'ouverture ou du suivi ou de l'accompagnement du compte pro. Alors déjà, tu disais que ça avait fonctionné dès le début. La beauté de notre modèle, c'est que on a pu fonctionner en autofinancement. Donc, on a autofinancé la croissance de la boîte, ce qui nous a ce qui est possible dans notre cas, ce qui est pas forcément possible dans d'autres situations. Hein. T'es pas en train de dire qu'il y a qu'une seule voie. Il y a pas qu'une seule voie, mais la voie de l'autofinancement. Et j'étais dans un fonds d'investissement avant, hein. Donc, je savais vraiment de quoi je parlais. C'est la voie qu'on a voulu choisir. Et c'est la voie qu'on avait voulu choisir parce que c'était la voie qui nous donnait le plus de liberté de choisir. On pouvait se lancer. Donc, ce qu'on a fait pendant des années, c'est qu'on a réinvesti 100% des bénéfices de la boîte dans le développement, dans la croissance, dans le développement de la boîte, dans le développement de la boîte. Et donc, on n'a jamais été perturbé par cette activité qui est extrêmement time-consuming de chercher des fonds. Et de gérer des actionnaires. Et aujourd'hui, on est encore majoritaire. On fait pas du tout ce qu'on veut, mais parce qu'on a des investisseurs à gérer. Qui sont arrivés en cours de route. Arrivés, mais qui sont complètement alignés avec notre stratégie. Et donc, ça reste super fluide. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, justement, parce que vous aviez choisi ce chemin de l'autofinancement, bah mince, on aurait pu accélérer, parce que la liberté a un prix. Évidemment. Surtout qu'on a traversé toutes les années des gigas levées. Et donc, il n'y avait pas une semaine
Où tu voyais les petits copains, non? Ouais, surtout, on n'était pas sollicité par des fonds ou des leveurs de fonds, ou des acteurs stratégiques parce que les résultats de Legastart étaient top et que le marché était booming et qu'en fait, c'était possible de lever des tonnes sans trop de difficultés. Mais on a toujours préféré la liberté et la flexibilité à lever pour finalement ne plus être totalement maître de notre projet. Là, ça, en c'était fait, la crainte. Ça, c'était la crainte. Et quand même, pendant très longtemps, on voulait fonctionner à deux. On voulait fonctionner Pierre et moi. Toutes les décisions se faisaient tous les deux, de manière très fluide. On n'avait pas envie d'intégrer qui que ce soit d'autre dans ce cercle de décision. Et en fait, alors on pourra revenir, si ça vous intéresse, sur l'épisode de l'entrée d'Isaïe au Capital. Ah oui, on va y aller dans quelques secondes. en 2019. Mais ce que je vais dire, ce que je dis là, finalement, tu parlais de contre-intuition à nouveau, ils nous ont énormément apporté. Je suis très content, après coup, qu'ils soient rentrés chez nous, et ils ont le ratio contrainte apport est extrêmement favorable. Bénéfice-risque, toujours ça positif. Ouais. Est-ce que je peux juste un peu gratter le pourquoi tu voulais prendre les décisions à deux avec Pierre? Quelle est la raison derrière principale? L'histoire de Legal Start et la jeunesse, c'est vraiment une envie de monter un projet à deux, quoi. Et c'est vraiment cette association extrêmement agréable au quotidien. On partage exactement la même façon de voir les choses, les mêmes objectifs, que ce soit perso ou pro. Donc c'est un peu un combo, hein. Le même rapport entre l'objectif et le chemin pour l'atteindre, la même façon de gérer le stress et de faire corps et de pas rejeter la faute sur l'autre si l'un des deux a fait un mauvais choix, etc. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, quoi. On a monté ce projet parce qu'on a envie de s'amuser au quotidien. Je te coupe. Vous avez un message. On vient de recevoir un message. Ah. Salut Tim, une question pour toi. Qu'est-ce qui fait selon toi la réussite d'une association entre entrepreneurs, au-delà du simple projet ? Comme on est sur l'association, je sais que c'est un sujet que tu voulais aborder dans ta carte blanche, donc on vire la carte blanche, on répond à la question de Pierre. Donc là, c'est Pierre Haydan, mon associé, qui pose la question. J'avais déjà donc commencé à y répondre. Et effectivement, alors probablement, il y a probablement plein de formats d'associations qui fonctionnent bien, hein, et le nôtre, et ce que je retire dans tous les cas de notre association, c'est un alignement complet sur le projet, les objectifs et la façon de les atteindre, quoi. Et c'est ça aussi, peut-être qui est le plus important, c'est l'objectif et la façon de les atteindre. Et à la limite, on peut ne pas avoir exactement les mêmes objectifs parfois, mais on va trouver un dénominateur commun tout le temps. Et en revanche, la façon de l'atteindre, ça, on est toujours complètement aligné. Ça veut dire... et en plus, on parlait tout à l'heure ensemble, là, avant le podcast, du goût de l'effort, de la façon de travailler, etc. On n'avait jamais bossé ensemble avec Pierre, mais on avait eu des parcours assez intenses, très intenses et assez similaires. Il était avocat d'affaires, donc il a bossé des heures et des heures. Enfin, il sait ce que c'est que de travailler. Et moi, en M&A et en private equity, c'était la même chose. Donc il y a cette forme de confiance réciproque sur la façon, sur les efforts qu'on est capable de mettre pour atteindre l'objectif qu'on aura décidé et validé ensemble. Et on a toujours fonctionné comme ça. On se donne l'objectif, on se donne le timing et on se donne le cadre dans lequel on veut l'atteindre. Et ensuite, on n'en démord pas. Et on n'a jamais, en 10 ans, changé d'objectif. Ça reste le même, quoi. Si je twiste la question, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'aventures qui crachent aussi pour des questions de relations d'associés. Dans une trajectoire, il y a aussi des moments plus ou moins faciles, et c'est aussi dans les moments plus compliqués qu'on est certain que c'était le bon choix.
Et c'est souvent seulement quand tu le vis que t'es réellement certain. Pour aborder ces questions, parce qu'il y en a eu quand même, je disais que ça a été relativement simple, mais il y a quand même eu des claques, et donc je te propose de les partager, ce qui va nous amener petit à petit à cette histoire de levée de fonds avec Isaïe, juste après les claques. Waouh! C'est un peu fort. Pardon. Donc là, je sors mes claques. Ouais, sors tes claques, tes clics, et on y va. J'en ai 2. On a le temps pour les 2 ? Ah, on aura le temps pour les 2. On a le temps pour les 2. Donc, la première claque, c'est mai 2014. Mai 2014, donc ça fait 2 mois qu'on a lancé le site. Autant dire que c'est encore assez bancal. Et que, voilà, c'est vraiment... c'est pas bankable, c'est bancable. C'est pas du tout bankable pour l'instant, c'est très bancable. On a mis, Pierre et moi, un apport perso dans la boîte. Et là, on est victime d'une arnaque au président. Truc dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais dont on parlait moins à l'époque. Donc, il y a un pirate qui a accès à ma boîte mail et qui envoie une demande de virement à l'étranger à notre banque, laquelle banque, étonnamment, fait preuve de beaucoup de légèreté dans ses process, ne procède pas au contre-appel qui est classique, et vire... Le contre-appel, c'est je rappelle normalement, le dirigeant, ouais. C'est bien toi qui a passé cet ordre de virement. C'est ça, exactement. C'est bien pour tel montant vers un tel. Tu me valides, oui, c'est bon. Allez hop, c'est bon. Donc là, il avait réussi à récupérer... Donc le pirate, quand même, à son crédit, avait fait un... Plutôt bon, le pirate. Un bon... On aurait pu... Je l'embauche. Je l'embauche dans l'équipe tech. Et donc, on a... Donc, comment il a fait, raconte donc, il a piraté mon compte Gmail. Donc ça reste encore Gmail Pro. Hein, ça reste quand même, à date, encore l'inconnu. Et il a fait cette demande de virement par email à la conseillère, en récupérant également dans mes emails toutes les pièces justificatives, pièces d'identité, etc., pour rendre conforme sa demande. Et il a également été très malin parce qu'il a réussi à filtrer les emails provenant de Pierre, qui lui me posait la question, mais pourquoi c'est quoi ce virement, quoi ? Je reprécise. D'abord, il se rend compte que dans toutes les demandes de virement, tu mets toujours ton associé en copie. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, c'est peut-être aussi ce qui a en partie déjoué l'attention. Si vraiment ils avaient regardé, c'est peut-être pas le cas. Je pense que si, quand même. Si, ouais. Donc, il voit, il y a l'associé en copie, donc on procède au virement. Et donc, après ça, il filtre les messages, les mails de ton associé vers toi. Et là, je veux bien que tu nous racontes ce qui se passe. Et donc là, donc Pierre m'envoie plusieurs questions. C'est quoi ce virement ? À quoi ça sert ? Et donc, évidemment, c'est filtré, donc je le vois pas. Et il me pose aussi d'autres questions, mais relatives au business, que je vois pas. Et pourtant, on était 4-5, je pense, à l'époque dans l'équipe. Et il était assis à 50 cm de moi. Donc, bref, on avait tellement le nez dans le guidon, on était capable de s'envoyer des emails, même si on était côte à côte. Et au bout de 24 heures, je pense, on s'en aperçoit parce qu'il me dit plusieurs fois, mais attends, t'as vu, pas répondu. Ouais, t'as vu mon email, tu m'as pas répondu. Et j'ai dit, mais quoi, de quoi tu me parles, quel email? Et donc en creusant, je m'aperçois qu'il y a un filtre et que tout est filtré dans la corbeille de la boîte mail. Donc là, et en même temps, l'agence rappelle en disant... L'agence bancaire rappelle en disant, je suis désolé, je suis en formation, je fais le deuxième virement demain matin quand je rentre. Pardon, de quel virement vous parlez ? J'ai fait le premier virement hier, là, comme vous m'avez demandé, et je fais le deuxième virement demain. Le premier virement, c'était 100 000 euros. Ouais. Et donc le deuxième, en fait, c'était tout notre apport, quoi. Au bout de 2 mois, donc c'était, donc évidemment, elle est en panique au téléphone. Elle nous dit pas de problème, ça va être régularisé dans la semaine. Et tu me le racontes, pardon, je suis obligé de m'arrêter. Vas-y. Tu pètes un câble. Enfin, non, mais là, on le raconte après coup. Non, mais tu pètes. Mais on vient de te prendre 100 000 balles. 100 000 balles sur 100 000, quoi. Ouais. On te prend tout. Donc, on te prend tout.
Quasiment tout, parce qu'en fait, il y avait un deuxième virement qui était censé partir le lendemain du solde. Ouais. Donc, je sais plus exactement, c'était peut-être la moitié, c'était peut-être 100 sur 200, quoi. Mais elle est très rassurante comme elle me dit non, mais pas de problème, ça sera traité, mais ça n'a jamais été écrit, évidemment. C'était à l'oral. Pas de problème, ça sera régularisé dans la semaine. On relance évidemment tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, oui. Là, silence radio progressif et le dossier est passé à un autre service. Et là, on passe dans une autre dimension. En fait, silence radio et on est accusé d'avoir de légèreté. En fait, c'est notre système qui n'était pas conforme, qui n'était pas sécurisé. Alors bon, on utilise quand même la suite Google Office qui est quand même assez standard et pour le coup sécurisé. Voilà. Donc la faute nous est rejetée et c'est-à-dire ils changent de position. Non, mais ils sous-entendent que peut-être tu aurais soit négligence. Est-ce qu'il y a cette idée que... Je ne sais pas s'il y a quand même l'idée que ce soit détournement. Un détournement. Non, je pense que c'est surtout négligence et ils veulent pas nous rembourser, quoi. Ils veulent pas nous rembourser. Donc, ça part au contentieux assez rapidement. Et on met 3 ans à perdre le tribunal de commerce. Vous perdez. On perd la première décision, tribunal de commerce, en 2017. Et on gagne au final en cassation 3 ans plus tard. Donc ça aura mis 6 ans. 2020. Parce qu'il y a quand même eu un problème de respect de process dans la banque. Ouais. Mais bon, vous connaissez le fonctionnement des tribunaux de commerce. En fait, c'est... Bah oui, c'est des gens comme toi et moi. Voilà, exactement. Donc c'est pas des juristes. Et donc, en revanche, la cassation, ce sont Est-ce que ça a mis en péril l'existence de... Parce que la moitié des apports... surtout après 2 mois, ça a mis un petit coup dans l'aile du projet au début, quoi, dans tous les cas. Mais on aurait pu s'en relever. On aurait pu s'en relever, quoi. Dans tous les cas, c'était une bonne claque initiale et un bon coup de chaud. Ouais. Et un bon coup de chaud, quoi. Et ce jour, on sait toujours pas comment est-ce qu'on a été piraté, quoi. Est-ce que du coup, toi, maintenant, je comprends que tu lances compte pro sur la partie bancaire. Est-ce que du coup, t'as particulièrement veillé à tous ces sujets-là, réglementaires, process? Ouais, c'est sûr que ça fait vraiment partie des informations qu'on pousse très très fort à nos utilisateurs, quoi. Et nous, en interne, avec l'équipe finance de la boîte, c'est un sujet sur lequel on est on est extrêmement vigilant, notamment dans les périodes de vacances. C'est la grosse classique, c'est Noël et l'été où il y a un peu moins de monde et les circuits de validation sont raccourcis, quoi. Il va y avoir une autre claque avec le grand frère. Une autre claque avec le grand frère, exactement. Donc LegalZoom, dont on a parlé un peu plus tôt. En 2018, donc on est depuis, je pense, 2015-2016, on s'est pas mal rapproché de LegalZoom, qui nous a invités chez eux à différentes reprises et qui nous a vraiment ouvert ses livres pour qu'on comprenne de l'intérieur ce qui fonctionnait. C'est pas anodin. C'est jamais complètement anodin. Donc, en 2018, l'idée d'un rapprochement et donc d'une acquisition de LegalStart par LegalZoom arrive sur la table. Nous, avec nos profils assez Finance, US, on a tous les deux, on s'est rencontrés, pour la petite histoire, on s'est rencontrés à New York il y a 20 ans avec Pierre, quoi. Donc, ça faisait une sorte un peu de la bouclée. Il y avait un côté assez sympa, assez sexy dans cette opération potentielle et dans le projet qui nous était vendu d'aller développer l'Europe avec eux. Pour faire l'acteur mondial, quoi. Pour faire l'acteur global, effectivement. Ouais. Donc ça, c'était super attractif pour nous. Et donc, on s'est enthousiasmé. On s'est enthousiasmé. On était à fond sur le projet. On a travaillé des jours et des jours. Et au final, on s'est retrouvé à négocier des term sheets avec eux. On avait un accord. Enfin, tout était bouclé. Jusqu'à un jour, à l'été 2018, on reçoit un message de notre contact là-bas. Un simple message disant l'actionnaire a changé changement au board. Tous les projets internationaux sont stoppés.
Donc, y compris le nôtre. Donc là, c'est pour le coup la claque. Ouais. On se dit, attends, ça fait 8 mois qu'on bosse sur le sujet. On s'est quand même énormément déconcentré. Ouais. Ça prend du temps, bien sûr. Ça prend un temps fou, une énergie folle, et effectivement au détriment de l'opérationnel du job au quotidien, quoi. Donc c'est des projets qui ont été ralentis, c'est des développements qui n'ont pas été faits, c'est des choix qui ont été différés, etc. Pour ne pas perturber l'activité dans cette phase pré-M&A, quoi. Et donc tout avait été préparé, et on s'est dit avec Pierre, vu qu'on a tout préparé maintenant, et qu'on était prêt à faire rentrer quelqu'un au capital de Legal Start, je pense qu'il faut qu'on poursuive. pense qu'il faut qu'on poursuive et qu'on fasse quelque chose pour pas qu'on ait l'impression de revenir en arrière. À ce moment-là, parce que tu as plusieurs réflexions. Tu as faire un acteur global. Tu as peut-être aussi cette idée de marquer quand même presque au fer rouge dans l'histoire de la boîte. Là, on a cranté quelque chose. T'as le sujet du cash out qui est pas anodin non plus. Donc il y a l'envie d'aller plus loin, mais t'as plusieurs options possibles. Soit tu vas voir qui sont les repreneurs potentiels. Je sais pas si vous l'avez fait, mais in fine, c'est avec Isaïe que vous allez partir. Exactement. Ouais. Donc t'as plusieurs options. L'idée du repreneur total, donc le format LegalZoom, n'était pas vraiment une option parce que le projet, ce qui comptait pour nous, c'était aussi et principalement le projet qu'il y avait derrière. Bien sûr. Tu as toute la dimension que tu as mentionnée, mais le projet qu'il y avait derrière, ce que ça signifie pour nous, c'était clé. Et là, ce qui était très attractif, c'était la dimension d'un projet global et d'avoir plus de moyens pour faire ce qu'on voulait faire. Ça cochait à peu près toutes les cases. C'est quoi les à peu près que ça cochait pas? C'était la perte d'autonomie, quoi. Ouais. Et donc forcément la perte d'autonomie, ce que ça coche pas, c'est forcément une lourdeur de reporting additionnel que tu vas avoir en ayant un acteur encore plus, qui plus est international et US, parce que ils doivent cocher un certain nombre de cases dans le reporting et qui comprennent pas forcément exactement la spécificité de ton business français et ton système de reporting à toi, donc tu dois tout adapter. Donc c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus lourd, mais le trade-off entre ça, et le projet, et le projet était largement positif. Qui auraient pu être les autres preneurs? Donc ça, c'est une évidence. T'as ton pendant US qui te propose de globalement prendre l'Europe, si je résume un peu bêtement. Ouais. Quels auraient pu être les autres repreneurs? Typiquement tous les acteurs qui s'intéressent au marché de l'entrepreneuriat. Donc sous un angle ou sous un autre. On parlait tout à l'heure compta, banque, juridique, assurance, tous les services qui peuvent s'intéresser à cette base. Je vous ai dit, là, 850 000 entrepreneurs accompagnés depuis 10 ans. C'est une valeur de dingue. Voilà, en fait, ça c'est notre actif principal, c'est notre connaissance de ce marché-là, notre accès à ce marché-là. Et donc, tous les services que je viens d'énumérer des potentiels sont des repreneurs potentiels. Néanmoins, c'était beaucoup moins sexy pour nous. Ouais. Et raison pour laquelle on s'est orienté vers une solution financière. Mais vous avez quand même regardé? Non. Même pas. On n'a pas creusé. Non. Il était plus question de sortir. Il était question de faire rentrer un acteur pour nous aider à scaler. On s'est dit que donc ça faisait c'était 2000. Ça s'est fait finalement en début 2019, donc 5 ans après le lancement de la boîte, pile poil. C'était mars 2019, mars 2014, donc pile 5 ans. On s'est dit qu'au bout de 5 ans, on était assez preneur d'un regard extérieur sur notre façon de fonctionner pour scaler, quoi. Donc pour passer à l'étape d'après, pour structurer une équipe de management, ce qu'on a fait avec leur aide, pour structurer un certain nombre de process, pour être challengé sur notre stratégie au quotidien, et donc pour nous aider à grossir, quoi. Donc là, tu es prêt à perdre ta liberté, ton autonomie avec Pierre, au profit d'un tiers pour vous aider justement à scaler.
Qui avez-vous approché? Qui vous a approché? Est-ce que vous avez pris des gens pour vous aider à mapper un peu les différents fonds? Toi, tu viens de ce monde-là, donc j'imagine que tu connais bien. Voilà, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On avait connaissance de cet écosystème et ayant été approché quasi toutes les semaines par différents acteurs, en fait, on connaissait déjà à peu près tout le monde. Donc, à l'époque, t'avais pris au fil du temps, le temps justement de les rencontrer quand même si pas intéressés ou à un moment. J'avais établi des contacts avec un certain nombre d'acteurs, donc financiers, là, j'entends. Voilà, et on se tenait au courant, juste pour créer la relation. Pour créer la relation, mais encore une fois, venant de cet écosystème auparavant, c'était beaucoup plus facile pour moi que ça ne peut l'être pour quelqu'un qui vient d'un autre univers. Donc la réponse c'est non, on n'a pris personne pour nous accompagner, et les autres acteurs avec lesquels on a pu échanger, en fait, ouais, il y en a eu un certain nombre. Il y avait des critères spécifiques que tu cherchais, par exemple un acteur français, européen, tech, j'en sais rien, entrepreneur friendly. Bah, alors c'est vrai que c'est un peu galvaudé ce que tu viens de Majo. dire. Non, mais alors déjà on voulait Minot. On voulait Minot, la notion de liberté minoritaire. Ouais, minoritaire, pardon. On voulait un acteur minoritaire. Parce qu'on voulait garder cette liberté de décision, même si évidemment tu te concertes, tu mets en place un board et donc tu te concertes, mais globalement les investisseurs, ils investissent sur une équipe de managers, donc de fondateurs, et s'ils investissent sur nous, c'est qu'ils pensent qu'on prend des décisions qui sont pas absurdes. Donc ils font globalement vraiment confiance dans notre capacité de jugement et de décision. Donc cette liberté, même en ayant accueilli un fonds au capital, on l'a grandement conservé. Genre 90%, c'est pareil qu'avant, quoi. Et donc le premier critère minoritaire, clairement. Le second critère entrepreneur friendly, honnêtement, la réputation du fonds était capitale pour nous, pour la première raison, pour cette notion de liberté, de confiance, etc. On voulait pas avoir un investisseur sur le dos, on voulait avoir un investisseur qui soit là pour nous accompagner quand on a besoin, pour nous faire des intros quand on a besoin, pour répondre à nos attentes et potentiellement pousser de bonnes idées. Mais voilà. Donc en fait, et il se trouve qu'on était en contact avec Isaïe. Pour la petite histoire, les premiers échanges avec Isaïe, c'était avant même le lancement de Legastart. Donc j'ai été échanger avec eux comme ça. Donc en fait, on se suivait. David, Pierre Martini. Voilà, on échangeait avec eux depuis longtemps. Et donc ils avaient suivi le développement historique de la boîte, donc ils savaient que la trajectoire était bonne. Et en fait, on leur a donné un cahier des charges. Et voilà ce qu'on attend. Soit ça convient soit ça rentre dans les clous pour vous. Soit ça fit pas, quoi. Voilà, oui. si ça marche pas de problème. Et dans ce cas-là, on fera autrement. Il y a une question qu'on pose systématiquement aux entrepreneurs qu'on reçoit dans Cash Out. Donc là, t'as pas vendu la boîte, mais cette entrée d'Isaïe, c'est aussi du cash out partiel pour vous. Qu'est-ce que ça change on en parlait rapidement avant, donc je sais à peu près où on va aller, mais dans le rapport à la niaque, l'envie, ou au contraire t'es dérisqué, t'as plus d'autre chose à penser qu'à ta boîte. Enfin, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Encore une fois, je pense que ça change. C'est très très personnel. Et la niaque, je pense que ça n'en fait pas partie dans tous les cas. Soit t'es motivé, soit tu l'as pas. Et d'ailleurs, je pense que les fonds aujourd'hui l'ont bien compris, quoi. Parce qu'avant, c'était un sujet. Avant, c'était un sujet. Ils étaient persuadés qu'à partir du moment où un entrepreneur faisait un peu de cash out, qu'il allait arrêter de bosser. Il allait arrêter de bosser. C'est faux. C'est faux. Donc, dans tous les cas, ça fait forcément partie de leur due deal, de leur due diligence, donc de leur audit quand ils étudient une équipe de management. Est-ce que eux sont des profils mercenaires
ou est-ce que eux, ils sont là pour le projet, le marché, la mission, que sais-je, quoi. Dans tous les cas, en parlant d'Isaïe, ils se sont convaincus que c'était pas le cas chez nous et qu'on était là vraiment, enfin que c'était le cas chez nous plutôt dans l'autre sens, pardon, qu'on était là vraiment pour la mission, pour le projet et l'ambition et l'ambition de développer un leader de l'accompagnement des entrepreneurs en France au sens large, quoi. Et ça, cette mission, je pense qu'on y travaille au quotidien. Et donc, ce cash out, c'est juste que ça nous a détendu sur la prise de risque. On est plus capable de prendre des risques qu'on ne l'était auparavant. Pourquoi De peur d'abîmer un actif qui tournait déjà bien. Tu peux donner un exemple, justement, sur cette prise de risque ? Voilà, typiquement, tu vois, le move qu'on a fait récemment sur le lancement, la diversification des services, il faut savoir que c'est vraiment extrêmement transformant pour la boîte. Évidemment, d'un point de vue positionnement de la marque, d'un point de vue marketing, donc tu dois élargir, tu ne deviens plus un acteur des services juridiques, mais un acteur de l'accompagnement, on va dire, administratif au sens large des entrepreneurs. D'un point de vue expérience utilisateur, en termes de produits, de tech, tu as énormément de choses à en revoir si tu veux intégrer. Et que ce soit fluide. Ouais. Et que ça soit fluide. La raison pour laquelle les gens vont venir chez nous, c'est si on est capable de leur proposer une expérience fluide et que sur ton app, tu vas sur ton téléphone, tu ouvres ton app Legal Start et en fait, tu t'aperçois, enfin, tu peux naviguer de manière très fluide entre le juridique, la compta, la banque, etc. Alors, je poursuis, on se regardait, ça va, parce qu'on avait tous les deux envie d'y aller, donc c'est moi qui y vais. Il y a un moment, un sujet, parce qu'il faut une fluidité, mais est-ce qu'il y a eu un sujet, du coup, sur le branding? Parce que tu disais ce que ça veut dire pour la marque, mais typiquement, vous êtes plus dans le start. Et en même temps, tu as créé une marque, donc c'est un vrai sujet. Tu parlais de LS Compta, j'ai oublié le nom du LS service. Compte Pro. LS Compte Pro. Donc et effectivement, LS Pro pour voilà. B2B, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais donc tu as le LS qui est évident. Mais la marque qui porte ça, c'est Legal Start. Et comment, à l'intérieur, c'est quoi? C'est t'as des produits qui sont, eux, brandés LS Pro, LS... C'est ça. Ok. C'est ça. Et en fait, c'est un vrai sujet. C'est un doute. Des réflexions, en tout cas. Et d'ailleurs, la réflexion est pas complètement aboutie. Hein. Mais c'est ce que tu dis, enfin, ou c'est ce que tu sous-entends dans tous les cas. On a passé 10 ans à développer la marque Legal Start. On a investi des dizaines de millions d'euros en marketing pour développer Legal Start. Et effectivement, si tu réfléchis, Legal Start, c'est Legal et Start. Donc, tu as envie de te dire que c'est du juridique et c'est au démarrage. Parce qu'en fait, ça, c'était au début. Ça l'est plus du tout. Même indépendamment de la compta et du compte pro, ça l'est plus du tout. Et alors, a fortiori, quand tu rajoutes des services... Everything Grow, c'est pas très sexy non plus. Eh ben, non, mais voilà. En fait, on va... Everything Grow. Je note. Je pensais que tu étais un créatif. Moi, si on revient sur Isaïe, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? De l'expérience de structuration, principalement. Donc, grâce à Isaïe, après leur arrivée, on a commencé à mettre en place une équipe de managers qui était capable de prendre le relais. Pendant longtemps, je disais tout à l'heure que tout a été pris, toutes les décisions étaient prises à deux. Et avec Pierre, on s'entend super bien. On s'écrit 15 fois, on se parle 15 fois par jour, week-end, semaine, vacances, pas vacances, avec un mix de boulot et de pro. C'est vrai, c'est totalement fusionnel et fluide. Et donc ça, c'était pour nous extrêmement difficile de lâcher, de détricoter ce qui fonctionnait très bien pour ralentir un process, pour intégrer de nouvelles personnes dans la réflexion et la prise de décision. Et de passer d'un fonctionnement à 2 à un fonctionnement à 8 aujourd'hui, c'était très transformant. Et d'ailleurs, ça s'est pas fait sans erreur, tu vois. Ça nécessite de recruter et d'embarquer des managers qui partagent le même ADN. Nous, on a un ADN, je pense, assez particulier, une culture assez particulière chez Legal Start. Alors, c'est un peu work hard, play hard, et c'est très entrepreneur. Genre, on veut que tout le monde, on veut pas de manager, en fait. On veut que tout le monde soit des entrepreneurs au sein de la boîte. Ça s'invente pas, hein.
C'est vrai. Ça s'identifie. Ça s'identifie. Et donc, on a fait des erreurs de casting. Et c'est pas, ça a rien de négatif sur les profils qu'on a recrutés et qui correspondaient pas. C'est juste pas le bon ADN pour les Gastar. C'est tout. Et donc, maintenant, quelques années plus tard, on a une équipe qui est stable, avec des managers qui sont bons, qui sont là depuis un moment et qui ont tous cette culture de l'entrepreneuriat, quoi. Quand tu dis ils t'ont aidé à structurer ça, ils t'ont aidé à quoi? À prendre conscience du fait qu'à deux, ça fonctionnait pas, à recruter, à mettre les bons outils, parce que tu parles d'un fonctionnement de Legal Start avec des managers, entrepreneurs, donc les bons outils juridiques, actionnariaux, etc., etc. Tout ça. Et tout ça, ils t'ont apporté. Je pense que tu as listé à peu près toutes les étapes de leur accompagnement là-dessus. Effectivement, ils nous ont. La première étape, c'était prise de conscience pour ce qu'elle est. On peut pas être le bottleneck de toutes les décisions. Il faut que la décision soit prise par les équipes. Et donc, ça passe dans un premier temps par les managers, et ensuite les managers à leurs équipes, etc. Et donc, cette prise de conscience, c'était le premier point. Ensuite, l'identification, ils ont participé, ils nous ont accompagnés aussi dans le processus de recrutement, donc dans les sélections, ils faisaient passer les entretiens aussi, ils nous faisaient leur feedback. Ils étaient là également pour nous aider à closer, donc embarquer des candidats qu'on aimait bien et qui étaient tiraillés entre plusieurs opportunités. Potentiellement, les bons sont souvent ont souvent plus d'opportunités. Et pour savoir un fonds, ça aide? Comment? Le fait d'avoir un fonds comme Isaïe, ça rassure. Oui, alors tu as raison, effectivement, ça crédibilise ton projet. Si tu as des professionnels qui font confiance, qui nous font confiance à nous et qui font confiance à la boîte, au projet, etc., et qui investissent des montants importants dedans, c'est sûr que ça crédibilise. J'accélère parce que je vois le timing. Je voulais revenir sur 2-3 choses que tu as pu apprendre au fil du parcours. Et parmi les sujets que j'avais listés, et je crois que tu as des choses à dire là-dessus, sur la gestion de la presse, des médias. Ça s'apprend. Oui. Ouais. Oui, clairement. C'est pas du tout quelque chose qui est inné chez moi. Il y en a qui sont plus ou moins doués pour l'exercice. Nous, on a décidé au tout début avec Pierre d'ailleurs que c'était moi. Lui, il avait pas du tout envie de le faire. Et si tiens, toi, ça te fera plaisir, allez, vas-y. C'est toi qui le fais, quoi. Petit ego boost parfois, tu vois, pour la grand-mère, quoi. Et donc, évidemment, la première fois, ça fait un peu bizarre. T'es un peu pâteau, tu te mélanges. J'étais pas très clair dans tes messages. Des sujets que t'as envie de faire passer. Ouais, voilà. Bon, bref, t'es un peu amateur. Et progressivement, effectivement, tu commences à comprendre le fonctionnement de la presse. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris? Peu de messages, mais les marteler. Simple, des phrases courtes. Tu peux être politique bientôt. Non, si tu continues. Alors ça, je peux te dire qu'il y a bien quelque chose qui n'arrivera jamais, c'est ça, quoi. Non, mais c'est vraiment, c'est être didactique, en fait, quoi. C'est être didactique, pas vouloir faire passer trop de messages. Et bien sélectionner, quoi. Et entretenir une relation limite personnelle ou enfin tu vois entre pro et perso avec certains journalistes ou parfois travailler en plusieurs bandes pour leur pousser de l'information comme ça le jour où ils ont un sujet important, un sujet pertinent pour toi. Ils pensent à toi, etc. Mais pour ça, on a été accompagnés. Enfin, évidemment, rien inventé, quoi. Après, t'as raison sur le fait qu'il faut savoir être didactique et savoir quel message t'as envie de venir faire passer. Et en même temps, je commence à trouver, au fil des années, que ceux qui arrivent avec un message trop structuré fonctionnent moins bien. C'est-à-dire que d'être capable d'assumer une forme de vulnérabilité, des doutes, des questionnements. Ouais, mais là, tu fais référence notamment à ce format-là de podcast où on a une heure. Oui, t'as du temps. T'as une heure. Et si, t'as raison. Tu vois, et si je suis pas suffisamment clair, toi, tu vas m'orienter, tu vas me recadrer, me repositionner sur les thématiques qui t'intéressent et qui, tu sais, vont intéresser ton audience. C'est ça. Je sais pas, dites-nous si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc ouais, l'apprentissage de la relation presse. J'ai été coaché, je me souviens, par
un animateur radio une fois qui avait du temps ce jour-là et qui m'a fait le Media Training Express. Qui m'a fait un Media Training. Il me dit attends, on va la refaire. On l'avait fait 2 fois, 3 fois. C'était pas en live. Ouais. On l'a fait 2 fois, 3 fois. Effectivement, la 3e fois, il m'a fait réécouter les 2. Ça n'avait rien à voir. Ouais. Calme, doucement, pas trop vite, pas trop d'infos, pas de termes techniques, pas trop techniques dans tous les cas. Et effectivement, ça s'apprend quoi. Qu'est-ce que tu as appris d'autre que tu peux partager? Tu as la petite masterclass accélérée sur le sujet de ton choix. Un sujet que j'ai appris. Alors je suis très humble encore. Et on n'a jamais fini d'apprendre. C'est sur la collaboration avec des profils différents en termes de compétences techniques, d'envie, de goût, etc. Chez les Legalstart, on a des profils très différents. On a des juristes, on a des commerciaux, on a des développeurs, on a du marketing, on a de l'admin, enfin de la finance, etc. Et savoir parler à autant de profils, ça s'apprend. Ouais. Dans tous les cas, moi, avec mon expérience historique, exclusivement dans la finance, M&A et fonds d'investissement, tous les profils se ressemblent quand même assez fortement d'un point de vue objectif, motivation, etc. C'est beaucoup plus simple, quoi. Donc déjà, c'est les profils qui te ressemblent, donc ce qui les intéresse t'intéresse toi aussi, donc c'est beaucoup plus facile. Et là, il faut faire preuve d'adaptation, de flexibilité, d'empathie, de compréhension, etc. Et ça, forcément, ça s'apprend sur le tas. Et c'est vraiment chouette, quoi. Je suis loin d'être arrivé, mais... Ça s'apprend sur le tas ou là aussi, tu te fais coacher, traîner, que ce soit par le fond? Principalement sur le tas. Mais j'ai également eu une formation de management il y a quelques années. Certains pourront témoigner du changement, du changement ou non d'ailleurs, mais ouais, des choses assez simples en fait. Hein. Mais c'est beaucoup de bon sens et d'écoute. Je suis plus fan de ça que des concepts et des grandes théories de management, quoi. Et j'ai lu pas mal. Enfin ouais, j'ai lu aussi quelques bouquins d'expérience de management. Bon, je te les enverrai. Non, mais c'est plutôt des bios d'entrepreneurs, okay. Tu vois. Souvent comme ça qu'on apprend en échangeant avec d'autres ou en écoutant les autres. C'est en partie ce que tu fais là. On t'a demandé de choisir une femme entrepreneur que tu admires. Oui. C'est ta sista, c'est Lorraine Michel. Lorraine Altmaier maintenant. Pardon, j'avais pas Tu peux nous dire ce qu'elle fait avec Tikino? Ouais, alors elle a... Donc c'est une très bonne amie, hein. Elle a monté donc Tikino. Elle a lancé Tikino il y a quelques années. Tikino, c'est une alternative aux écrans pour les enfants. Donc c'est un projecteur vidéo sans lumière bleue. Donc en fait, sans lumière bleue et qui diffuse du contenu pédagogique et ludique à destination d'enfants de petits jusqu'à 10 ans, quoi. Ouais. Avec des tranches d'âge. Donc c'est sans écran avec un écran, mais du coup pas avec toutes les problématiques de l'écran. Ça ressemble à un projecteur. Tu le branches, tu choisis ton mur, n'importe quel mur dans ta chambre. Tu projettes ça, donc plus ou moins grand comme un projecteur, et tu as vraiment du contenu de qualité. Ils font appel à des graphistes. Produisent. Enfin, je vous invite vraiment à les voir. Ils ont un catalogue de contenu qui est top. Donc évidemment, moi j'ai 3 enfants. Ils sont tous passés par là. Et donc c'est du contenu qui est à la fois pédagogique et ludique pour que ça intéresse les enfants. Et donc c'est une boîte qui est à mi-chemin entre le hardware, donc vraiment développement et production d'un projecteur avec toutes les galères, toutes les contraintes et les galères. Elle me partageait des galères récentes, mais toutes les contraintes et les galères liées à la production de hardware en venant de France, donc à l'étranger, etc. Et une partie création et publication de contenu ludo-pédagogique, c'est comme ça qu'elle dit, je crois. Voilà, donc franchement, je vous invite à essayer. Je trouve que c'est
Allez voir sur le site Tikino avec un K. Ouais, et puis de toute façon, on va la recevoir. Alors je lui ferai la pub du podcast avec joie. Elle, pour la petite histoire, elle était avocate également en propriété intellectuelle. Donc franchement, rien à voir avec la musique pareil. Si ce n'est qu'elle était mère et donc elle a des enfants et donc elle était naturellement portée vers le sujet. Mais en termes de technique et de métier d'origine, c'est assez éloigné, quoi. Quand on discutait tout à l'heure, tu disais que tu sponsorises ta Sista, mais tu sponsorises aussi tes business angels aussi dans d'autres boîtes, si j'ai bien compris. Quel rôle tu joues? Qu'est-ce que tu veux leur apporter? Ça dépend. Généralement, aujourd'hui, le Legal Start me permet pas d'être très actif ailleurs. Mais plus tard, je serais assez preneur d'avoir un rôle un peu plus actif. Donc pour l'instant, c'est vraiment business angel. À la limite, c'est du partage de connaissances, expériences, carnet d'adresses, etc. Et un investissement, mais c'est tout. Si demain tu vends Legal Start, est-ce qu'il y a un autre terrain de jeu sur lequel tu aimerais aller en tant qu'entrepreneur? Ce serait le sport, clairement. C'est ce que on faisait référence tout à l'heure à Yorick, là, qui a posé sa question et qui est un bon copain à Biarritz. Je suis fan de sport et donc je pense que sport et entrepreneuriat est pas mal de choses. J'ai vu d'ailleurs qu'à Biarritz, c'est Sterrin qui recherchait un patron pour le Biarritz Olympique. Bon, c'est pas pour moi, c'est pas pour demain, mais des expériences plus liées au domaine du sport me conviendraient assez bien, je pense. Tu regrettes pas d'avoir raté ta demi-finale? Je te dirais ça. Je te dirais ça ce soir, oui, à l'heure à laquelle j'étais censé la jouer, quoi. Non, pas du tout. C'était top. Merci pour l'échange. Un immense merci à toi, Timothée. Merci à vous deux. Karine. Merci à tous les deux. À toutes et tous de nous suivre, toujours plus nombreuses et nombreux, toujours en podcast et depuis un moment maintenant sur YouTube. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, des entrepreneurs pour vous inspirer, on en reçoit plusieurs chaque semaine. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.